je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. C'est l'un des projets phares du programme Sport et Éducation de la Fondation Princesse Charlène. À l'occasion du tournoi de rugby Sainte-Dévote, des enfants sud-africains ont été invités à participer à cette compétition. Ils ont également partagé avec des élèves de la Principauté. Patricia Navarro vous en dira plus. Près de 80 entrepreneurs ont assisté à la conférence Risque Pays COFACE organisée par le Monaco Economic Board. L'occasion de découvrir les tendances majeures de l'économie mondiale. Fabien Bonilla a rencontré le metteur en scène Daniel Mesguich au Théâtre Princesse Grace où il a présenté Hamlet de Shakespeare. Nous ouvrirons une page sport avec ce retour d'expérience de Paul Croesi qui vient de participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Lillehammer. Et puis vous saurez tout sur la prochaine rencontre des Rouges et Blancs en championnat, Nantes-Monaco, dimanche à 14 h. Et comme chaque fin de semaine, nous recevons notre invité du week-end. Aujourd'hui, il s'agit de Cédric Biscay, président fondateur de la société Shibuya Productions. Pour la deuxième année, une équipe sud-africaine prendra part ce week-end au tournoi de rugby Sainte-Dévote au Stade Louis II. Tous ces jeunes bénéficient du soutien de la Fondation Princesse Charlène, dont l'un des axes d'action repose sur les valeurs du sport. La Princesse Charlène a accompagné ses petits rugbyman dans leur découverte de la Principauté. Sylvain Péroumal et Patricia Navarro les ont suivis. Ils garderont certainement en mémoire ces instants pendant de longues années. Depuis quelques jours, de jeunes Sud-Africains découvrent la Principauté de Monaco. Ils sont ici pour participer au tournoi de rugby Sainte-Dévote au Stade Louis II, mais la Fondation Princesse Charlène, qui a tenu à leur offrir cette opportunité unique, leur a préparé un joli programme de découverte. Cela va au-delà du seul aspect sportif. Et qui mieux que des jeunes de leur âge pour leur présenter leur pays? C'est donc au collège Charles III qu'adolescents sud-africains et monégasques viennent de se rencontrer sous le regard bienveillant de la princesse Charlène qui voit ainsi ces deux pays de cœur se rejoindre. Nous venons d'assister à un magnifique échange de rapprochement culturel et en même temps de différences qui nous enrichissent tous. Je pense qu'il y a beaucoup de joie et beaucoup d'apprentissage respectif et de respect respectif autour des disciplines, de la discipline, des valeurs du sport entre ces enfants. We have two high schools in Monaco. One is where we study, it's called FANB, and then there's Charlotte 3. So you can see the pictures, the rock, donc Monacoville. It's very beautiful inside, you can visit it. There's also the palace, where Prince Albert II and Princess Charlotte live with Jacques and Gabriella. Il y a deux écoles, il y avait FANB et Collège Charles III. On a fait chacun une petite présentation PowerPoint. Au début, c'était FANB qui avait commencé à le présenter pour donner une idée de comment était Monaco. Et après, c'était le Collège Charles III. On avait présenté quelque chose pour qu'ils sachent comment c'est le Collège Charles III et comment étudier à Monaco. Qu'as-tu appris que tu ignorais sur l'Afrique du Sud? Les vrais dangers que les pauvres doivent surpasser pour aller, juste pour avoir de l'éducation. C'est horrible. C'est très choquant. Nous avons visité le palais, c'était tellement bien, mais dimanche il va falloir rentrer, alors je suis presque déjà triste. J'étais tellement heureux de savoir que j'allais venir et ma maman était tellement fière, moi aussi d'ailleurs. C'est la deuxième année que ce programme d'échange est mis en place avec l'aide de la branche sud-africaine de la Fondation Princesse Charlène. De jeunes rugbymen de Monaco se rendront eux aussi à leur tour en Afrique du Sud dans les semaines qui viennent. J'espère que les gens se rendent compte de l'extraordinaire engagement, de l'implication et de la discipline que s'est imposée la princesse pendant des années. La princesse a eu un parcours incroyable et elle est adorable aujourd'hui de partager tout cela avec nous entre l'Afrique du Sud et Monaco. Les petits Sud-Africains originaires de Cape Town ont également ensuite été invités à se jeter à l'eau. L'un des programmes développés par la Fondation Princesse Charlène vise en effet à enseigner la natation aux enfants dès leur plus jeune âge pour faire face au risque de noyade. Là encore, la princesse les a accompagnés jusqu'au grand bassin du collège Charles III pour leur donner de précieux conseils.
Et comme elle le fait très régulièrement, elle a également saisi l'occasion de cette visite au collège pour se rendre dans un autre établissement scolaire de la Principauté. Elle est allée à la rencontre des personnels et des enfants de l'école des Carmes, située non loin du collège, et a pu découvrir les enseignements dispensés à ces tout petits élèves, émerveillés de rencontrer une princesse, leur princesse. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, Serge Tell, invité du club de l'écho organisé par Nice Matin. Lors de ce rendez-vous annuel, le ministre d'État est revenu sur sa feuille de route délivrée par le prince souverain. Parmi les grandes lignes de celle-ci, le renforcement et la protection du modèle monégasque, autrement dit son art de vivre et son cadre de vie. Jean Castellini a de son côté dressé le bilan budgétaire de l'année 2015, budget excédentaire pour la 4e année consécutive. Le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie a également rappelé l'importance de la venue en début de semaine de Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et financières. Ils ont ensemble paraphé un accord d'échange automatique dans le domaine de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale internationale. Les différents partenaires ont également pris la parole pour faire le bilan de l'année écoulée et pour présenter les perspectives d'avenir de leur société ou de leur secteur d'activité. Des partenaires tels que le Monaco Economic Board, le Grimaldi Forum, la SMEG, Monaco Télécom, ainsi que plusieurs établissements bancaires. Nous restons dans le domaine de l'économie avec cette conférence organisée par le Monaco Economic Board à l'hôtel Columbus, une conférence risque pays COFAS qui présentait les dernières tendances de l'économie mondiale. Vanessa Dessy vous en dit plus. Il s'agit du leader mondial de l'assurance crédit, contribuant chaque jour au développement de 35 000 entreprises dans près de 200 pays. La COFAS organise également chaque année à Paris un colloque sur l'évolution du risque pays dans le monde, pour ensuite rendre compte du bilan Principauté en collaboration avec le Monaco Economic Board. La rencontre avec la COFAS est une rencontre annuelle qui est pour nous totalement indispensable puisqu'elle nous donne je dirais une radiographie du monde économique et surtout État par État, donc ce qui est primordial ensuite pour orienter les futurs voyages du Monaco Economic Board. L'avantage de la COFAS, c'est qu'elle est très proche des petites entreprises, des moyennes entreprises, et donc elle a, je dirais, un coup d'avance en matière d'économie. La 20e édition du colloque COFAS, c'est surtout l'occasion de définir une stratégie afin de conquérir des marchés prometteurs sans prendre le moindre risque. En général et à ce jour, la tendance de l'économie mondiale semble plutôt pessimiste. Ces conclusions s'expliquent en plusieurs points. Le premier, bien sûr, c'est la Chine et les émergents qui vont assez mal. Le deuxième, d'une manière générale, c'est le risque politique. À la fois dans les économies émergentes, et on le voit aussi en Europe, au Portugal, en Espagne, et même d'une manière plus générale, il y a des incertitudes au sujet des élections aux États-Unis, au sujet du référendum au Royaume-Uni. Et puis le dernier problème, il est un peu nouveau, c'est celui de la dette des entreprises dans les pays émergents. Donc tout ça fait qu'on est dans un environnement quand même assez volatile, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de croissance, mais il faut quand même faire attention à cet environnement risqué. Il faut quand même dire que dans nos économies en Europe, la situation ne va pas trop mal. Beaucoup de pays bénéficient aujourd'hui de la baisse du prix du pétrole. C'est le cas en France, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Allemagne aussi. Donc tout ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Et même dans les émergents, si la situation reste difficile dans les grands pays, il y a quand même un certain nombre de pays dans lesquels on est positif, plusieurs en Afrique, plusieurs en Asie, en Europe centrale également. Donc ça fait quand même pas mal de nouvelles positives. À l'occasion de ce colloque annuel, la nouvelle édition du guide Risque Pays COFAS a été publiée. Son contenu est fondé sur une analyse mondiale du comportement des entreprises et des pratiques des affaires pays par pays. Être ou ne pas être, cette réplique mondialement connue a retenti au théâtre Princesse Grace jeudi soir à l'occasion de la représentation d'Hamlet. Je vous propose d'écouter le metteur en scène de cette pièce, Daniel Mesguich, qui revient sur le défi à relever lorsque l'on s'attaque à un classique comme celui-ci.
savez, la première fois que j'ai monté Hamlet, je crois que j'étais inconscient. J'ai cru que j'allais m'attaquer aux plus gros textes, aux plus juteux des textes classiques. Partout, les gens savent ce qu'est Hamlet, même au fin fond de l'Afrique ou du Groenland, il y aura toujours quelqu'un qui vous dira « Oui, Hamlet, bien sûr, je connais ». Hamlet, mon chéri, défais-toi des couleurs de la nuit et laisse que ton œil regarde le roi Danemark en ami. Et puis cesse, ton noble père, de toujours le chercher les paupières baissées dans la poussière. Tu sais comme cela est commun. Tout ce qui vit doit mourir, trépassant de nature à éternité. Pour moi, Hamlet est la matrice de toutes les pièces de théâtre, Dans Hamlet, il y a de quoi faire tout le théâtre mondial, si vous voulez. Et Hamlet, de ce point de vue-là, est un véritable vertige. C'est-à-dire que sans arrêt, vous avez une réponse possible. Hamlet, c'est comme un trou noir. Si vous pensez que c'est une pièce existentialiste, vous avez raison. Une pièce philosophique, vous avez raison. Une pièce psychanalytique, mais vous avez totalement raison. Une pièce politique, mais c'est vrai, c'est une pièce politique. Une pièce métaphysique, mais bien sûr que c'est une pièce métaphysique, etc., etc. Quoi que vous disiez, Hamlet, la pièce Hamlet dit oui, allez-y, travaillez. De quoi? Cette trop solide chair ne vient-elle à s'amollir, et puis ne s'écoule et en rosée se résout? Ou que l'Éternel contre le meurtre de soi n'ait point à jamais fixé sa loi? Dieu! Voilà pour cette interview réalisée par Fabien Bonilla. L'actualité en principauté, c'est également le départ du directeur de la Sûreté publique de Monaco. Régis Asso aura partagé pendant 3 ans son expérience en matière de sécurité et c'est le monégasque Richard Marangoni qui lui succédera. Il était jusqu'alors directeur adjoint de la Sûreté publique. Dans un tout autre domaine, l'association Les Amis du Printemps des Arts a organisé jeudi une conférence intitulée « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Mahler sans jamais oser le demander ». Conférence donnée par le conseiller de gouvernement Jean Castellini, également président d'honneur de l'association. Ce rendez-vous aura été en quelque sorte un avant-goût de la programmation du Printemps des Arts 2016 qui mettra notamment à l'honneur Mahler. Plus d'informations sur ce site internet, le www.printemps-des-arts.mc. Nous l'avons suivi dernièrement en Norvège à l'occasion des Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver à Lillehammer. Paul Croesi est de retour en principauté et le skieur monégasque s'est confié au micro de Monaco Info sur sa participation et les enseignements qu'il en a tirés. Regardez. En Norvège, il aura vécu sa première compétition internationale, première opposition avec les meilleurs de sa catégorie. Paul Croesi a participé mi-février à la 2e édition des Jeux Olympiques de la jeunesse, 22 ans après les Jeux Olympiques d'hiver de Lillehammer. Pendant 10 jours, le skieur monégasque aura pu s'imprégner et s'inspirer de l'esprit olympique qui règne toujours dans cette petite ville. De retour en principauté, il a le sentiment d'avoir vécu une aventure plus que bénéfique pour la suite de sa carrière. J'étais très heureux d'y aller. C'était un milieu que je ne connaissais pas encore. Et c'était une super expérience, une super ambiance. Et voilà. Et d'avoir le soutien du prince Albert II, j'imagine aussi que c'était pas rien. Il y a eu un petit peu de pression lors de ta première descente? Ouais, un peu de pression. C'est sûr, quand je suis arrivé en bas que je l'ai vu, j'étais vraiment très content. Et c'est sûr d'avoir son soutien, c'est pas négligeable. Après une saison blanche suite à un accident, Paul Croesi venait tout juste de rechausser les skis avant sa participation. S'il aura vécu une grosse déception au combiné et au slalom géant, le skieur de 17 ans aura fini 41e du Super G et 25e du slalom. Un résultat correct selon lui. Niveau sportif, on a vu qu'il y avait vraiment un gros niveau dans ma catégorie, niveau mondial. Donc on va continuer à s'entraîner, on a vu qu'on avait encore du boulot. C'était ta première compétition internationale, qu'est-ce que tu en as pensé sur place? T'as senti vraiment, tu nous as dit le gros niveau au niveau des skieurs, c'est là aussi que tu as pu comparer ton niveau par rapport aux autres? Voilà, comparer mon niveau par rapport à notamment l'américain qui a tout gagné pratiquement là-bas. Voilà, sauf le slalom qui a été gagné par l'Autrichien. Donc oui, on a vu qu'on n'était pas encore au meilleur niveau mondial, mais bon, on va continuer à s'entraîner.
Et l'entraînement pour Paul Croesi passe par la compétition. Il sera engagé dans plusieurs descentes à Oron. Nul doute qu'il s'inspirera du ski de ses concurrents à Lillehammer pour faire la différence. Et maintenant qu'il a mis un pied dans l'olympisme, il se verrait bien au prochain JO d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud, en 2018. Athlète à suivre. Sport toujours et du football avec la 28e journée de Ligue 1. Dimanche, l'AS Monaco se déplace à Nantes, actuellement 6e au classement. Frédéric Hélion vous présente les enjeux de cette rencontre. Ils ne font pas de bruit, mais à part le Paris Saint-Germain, personne ne fait mieux en France. Invaincu depuis le 21 novembre dernier, le FC Nantes s'affirme journée après journée comme un prétendant crédible au podium. 6e avec un match en retard à disputer, les joueurs de Michel Derzakarian n'ont plus perdu dans leur stade de la Beaujoire depuis la 12e journée de Ligue 1. Ce Monaco-Nantes est donc un match entre concurrents directs pour l'Europe. Nantes, toujours, c'est une belle équipe. Quand je parle de les prétendants, je parle de les équipes qui ont plus de responsabilités au début de la saison, et pas maintenant. Maintenant, Nantes, je crois que c'est un outsider. Avec le bon travail que le club maintenant fait cette année, il peut penser aussi à le podium. C'est une très bonne équipe. Après, nous aussi, en ce moment, on est en forme, on est sur une belle série. Donc, comme j'ai dit, on va aller là-bas en toute sérénité et essayer d'avoir des points encore sur nos poursuivants. Avec 3 victoires et un match nul sur les 4 dernières sorties en championnat, Monaco s'est constitué un joli matelas. 8 points sur le 3e, 10 sur le 5e, Lyon. Une victoire face à Nantes repousserait quasi définitivement les Canaries dans la course à la 2e place. Oui, ça nous apporte beaucoup de sérénité. Après, faut pas qu'on se relâche parce que les points, ça se rattrape très vite. Donc, ce week-end, on va essayer de garder notre avance et d'essayer de prendre des points là-bas. Maintenant qu'on a su creuser l'écart, maintenant, il faut le garder pour garder nos objectifs en tête. Bernardo Silva, Fabio Coentrao et Mario Pasalic sont à l'infirmerie. Ivan Cavaliero est lui tout proche d'un retour. Une décision sera prise samedi pour son intégration ou non dans le groupe face à Nantes. Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes à présent avec notre invité du week-end, Cédric Biscay. Cédric, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Shibuya Productions. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre société qui est basée en Principauté, une société qui porte très bien son nom, hein? Merci. Shibuya Productions, déjà, c'est une société spécialisée dans l'animation et le jeu vidéo. Donc, on produit des contenus pour la télévision, le cinéma ou les consoles de jeux vidéo. Elle s'appelle Shibuya Productions parce que le quartier cosmopolite de Tokyo s'appelle Shibuya et j'ai toujours été passionné par ce quartier avec toutes ses lumières, ses buildings. Donc, j'ai donné le nom à la société, tout simplement. Et d'où vous vient cette passion pour le Japon? Elle ne date pas d'hier, hein, puisque votre société est récente en Principauté, mais vos contacts avec le Japon datent depuis plusieurs années déjà. Oui, tout à fait. En fait, quand j'étais petit, j'adorais les jeux vidéo et les dessins animés, donc j'ai toujours voulu en faire un business et j'ai commencé à le faire dès 2002 où j'ai créé une autre société qui s'appelle Shibuya International, qui est présente à Nice et à Tokyo également, et qui était là, pour le coup, un cabinet de conseil spécialisé dans les relations entre les deux pays. Alors vous réalisez des courts-métrages, des jeux vidéo, des dessins animés, c'est ça? Oui, alors des séries télé aussi, tout ce qui tourne autour de ces thématiques-là. Et c'est vrai qu'on est présent sur des nouvelles IP, donc des propriétés intellectuelles, ou alors des anciens contenus qu'on remet au goût du jour, comme on va le faire sur Astro Boy par exemple. Et dernièrement, vous avez lancé un financement participatif pour faire revivre un jeu vidéo culte au Japon, c'est Shenmue, c'est ça, et ça a été accueilli par les fans vraiment d'une façon exemplaire, hein. C'était complètement exceptionnel. Quand on a fait cette annonce, il faut savoir qu'on était à l'E3, qui est le plus grand salon mondial du jeu vidéo à Los Angeles. On a fait cette annonce dans la conférence Sony, dans un stade de 10 000 places, avec 10 000 journalistes présents. Et lorsqu'on a fait l'annonce, tout le monde pleurait. Donc déjà, ça a été un bon départ pour ce financement participatif. Et directement, dès qu'on l'a mis en place, on a battu 2 records du monde de rapidité de financement. Et à la fin, un 3e pour le jeu vidéo le mieux financé par financement participatif, donc reconnu au Guinness Book, bien entendu. Donc 3 records du monde pour un jeu qu'on remet au goût du jour, c'est génial.
Comment on peut expliquer justement tout cet engouement qu'il y a autour de la culture japonaise, puisque avant elle n'était pas trop médiatisée et là on le voit avec tous les Comic-Con qui sont organisés un peu partout dans le monde. Comment on peut expliquer tout cet engouement ? En fait, c'est la culture pop au sens large, ça fait rêver les gens. Bon, le quotidien n'est pas toujours drôle, donc se déguiser en héros, être fan de comics, de manga, c'est super sympa. Et au niveau du Japon, plus précisément, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de diffusion de dessins animés japonais, notamment dans le Club Dorothée, Récréa 2, pour les plus anciens d'entre nous qui connaissent ça. Et forcément, maintenant, cette génération a un peu plus de pouvoir d'achat et dans la vie active, donc il y a tout un business qui s'est mis en place autour de ça, au final. Si vous êtes notre invité aujourd'hui, Cédric Biscay, c'est parce que vous organisez le salon Magic ici même, au Grimaldi Forum. Il aura lieu samedi, entrée gratuite, je le précise. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le programme de ce salon ? C'est un salon assez atypique, effectivement, avec entrée gratuite, c'est le seul, où on regroupe des conférences et des tables rondes avec des auteurs prestigieux. Il faut savoir qu'on aura l'auteur de Cobra, Monsieur Terasawa, le créateur de Shenmue aussi, justement, Yu Suzuki. La star de l'électro, Kavinsky, sera là. C'est ultra rare. Il ne fait jamais de déplacement de ce genre. Il sera même présent en dédicace. Je crois que c'est du jamais vu. Le dessinateur de Spider-Man, John Romita Jr. On a vraiment des gens exceptionnels. Paul Haggis, qui est le scénariste de $1 Million Baby, de Casino Royale, qui est détenteur de 3 Oscars. Donc on a vraiment des gens qui viennent un petit peu de tous horizons. En plus de ça, on a quand même 2 concours de cosplay exceptionnels dont les vainqueurs partiront à Atlanta pour des grands concours aux États-Unis dont ils rêvent tous en fait au final. Un truc très important, c'est le concours de création de jeux vidéo qui est unique au monde, où on offre un investissement de 100 000 € au vainqueur pour finaliser son jeu. Et le jeu qui a gagné l'année dernière sera présent cette année en mode finalisé, comme ça les gens pourront l'essayer. Et on montre par ce biais qu'on fait les choses sérieusement et qu'on ne fait pas des effets d'annonce, que c'est concret et que les gens arrivent à faire leur jeu grâce à ça. Comment on arrive à faire venir ces légendes pour de la culture pop ici en principauté? Parce que là encore, c'est un pari osé. Vous faites venir le monde du manga et de toute cette culture nippone en principauté, alors que peut-être le public n'est pas habitué à voir ce genre de choses. Rien que le cosplay, c'est assez impressionnant. Alors déjà, juste pour parler du cosplay, déjà on a un accord avec la sûreté publique ici pour pas qu'il y ait de problème. Donc le samedi 27, les gens auront le droit de se balader déguisés. Donc c'est super cool. Et après, c'est vrai que les stars que l'on fait venir ici, c'est beaucoup du réseau, mon réseau. Ça fait plus de 15 ans que je travaille avec le Japon maintenant. Après, au niveau des Américains, c'est un petit peu différent. Ils ont confiance en Shibuya Productions, ils ont confiance dans le background, finalement, le mien et celui de la société. Donc, ils viennent avec plaisir. Tout à l'heure, j'ai parlé de John Romita Jr., mais par exemple, il ne vient même pas au Comic-Con ou ce genre de manifestation. En fait, on a des gens qui ne viennent nulle part ailleurs. Même Monsieur Terasawa de Cobra, ça fait 25 ans qu'il n'a pas quitté le Japon. Donc là, on a des gens complètement exceptionnels qui viennent pour la première fois, la plupart. Vous le dites, ça fait 15 ans que vous travaillez avec le Japon maintenant. Il y a 15 ans, vous ne parlez pas un mot de japonais. Est-ce que maintenant, l'apprentissage est en cours? Est-ce qu'il est maîtrisé? Comment ça se passe? Alors, l'apprentissage n'est pas en cours parce que je ne souhaitais pas déjà apprendre le japonais. Donc, je balbutie 2-3 mots en espérant survivre quand je suis perdu, par exemple, comme ça peut m'arriver. Mais comme j'utilise un interprète tout le temps, en fait, j'ai jamais eu ce besoin de parler japonais. Et c'est pas un atout particulier dans le business, en tout cas, de parler japonais. C'est même plutôt l'inverse. Donc, je reste comme ça. Et puis, je me dis, voilà, je me donne cette excuse en me disant, bon ben voilà, c'est mieux si tu parles pas japonais. Bon, celui-ci, vous allez le comprendre, domo arigato. Ah oui, ça quand même, merci beaucoup. Merci beaucoup Cédric d'avoir été notre invité. On va se quitter sur les prévisions météo pour les prochains jours. Bonne nouvelle pour vous, il fait moche, je pense, ce week-end. De quoi faire venir encore plus de personnes ici. On va le présenter comme ça, effectivement. Bah oui, ça c'est très changeant ici, on sait jamais, la météo, bon. Sait-on jamais. Mais l'entrée est gratuite, on le rappelle, pour le salon Magic qui se déroule ce samedi, au Grimaldi Forum. À partir de 9h. Cédric, est-ce que vous aimez le foot? J'adore le foot. Je crois savoir que vous aviez organisé déjà une opération avec l'AS Monaco l'an dernier. C'était avec le créateur de Olive et Tom, Takahashi, c'est ça? Tout à fait. En fait, on a eu une rencontre à la Turbie pendant l'entraînement de l'AS Monaco. C'était le jour du tirage au sort, je crois, des 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc, ils ont été super cool quand même de nous faire accéder à tout ça. On a fait l'échange de maillots avec Leonardo Jardim et toute l'équipe. Donc, il y a beaucoup de fans dans l'équipe de Monaco. Je me rappelle de Geoffrey Kondogbia qui était en feu complètement ce jour-là. Donc, voilà, c'était un très bon moment. Alors cette émission va peut-être vous intéresser. C'est l'émission qui est consacrée à l'AS Monaco Football Club. On se retrouve dans quelques instants.
Le temps se dégradera samedi avec un ciel pluvieux et des rafales de vent. Les températures seront en baisse. Le thermomètre affichera un maximum de 11 degrés. Persistance d'un temps frais et médiocre dimanche. Une timide amélioration est prévue pour lundi avec un ciel nuageux et un mercure proche des normales de saison. Le soleil fera son grand retour mardi et cela devrait durer pour les jours qui suivent. Il fera un maximum de 15 degrés au meilleur moment de la journée.